Il se plaint d'une forte douleur à la jambe après un petit choc. Rien de méchant a priori. C'est rouge, un peu gonflé. On lui donne un antidouleur, de l'ibuprofène, un grand classique, pour calmer l'inflammation. Et puis 24 heures plus tard, il est en réanimation en état de choc. Peu après, il décède. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pour comprendre cette cascade mortelle, nous allons plonger aujourd'hui au cœur des infections cutanées les plus redoutables, les infections nécrosantes. Le cas que vous décrivez, c'est malheureusement un scénario assez classique. Et ça illustre parfaitement la vitesse à laquelle une situation qui semble banale peut basculer dans l'urgence vitale absolue. Et pour nous guider, on a une série de diapositives cliniques, très visuelles, très denses. Notre mission, ça va être de décrypter ensemble les signaux d'alerte, de comprendre les mécanismes, et surtout d'identifier la ligne de partage entre une infection, on va dire, gérable, et une infection qui devient une course contre la montre. C'est tout à fait ça. Et l'enjeu, il est double. C'est le pronostic vital, bien sûr, mais aussi le pronostic fonctionnel. C'est-à-dire... Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de survivre sans amputation, sans défiguration, avec le moins de séquelles possible. Et pour ça, la clé de tout, mais vraiment de tout, c'est la précocité, la rapidité du diagnostic et de l'action. Alors pour comprendre le danger, il faut commencer par le terrain, la peau. Nos sources la présentent un peu comme un immeuble à plusieurs étages. On a l'épiderme en surface, puis le derme, l'hypoderme. Et qu'est-ce qu'on trouve en dessous, dans les fondations? Alors, sous ces couches, on trouve une structure fibreuse qui est absolument cruciale, le fascia. C'est une sorte de membrane, vous voyez, qui enveloppe et sépare les muscles. C'est elle, la frontière critique. D'accord. Tant que l'infection reste au-dessus, dans les étages supérieurs que sont le derme et l'hypoderme, on parle d'infection superficielle, comme un érysipèle par exemple. C'est sérieux, mais ça reste une urgence relative. Donc, tant que l'infection ne franchit pas cette barrière du fascia, on est dans une situation encore contrôlable. Mais que se passe-t-il quand cette barrière cède? C'est là que ça bascule. C'est précisément là, c'est là que tout change. Quand l'infection traverse le fascia, elle pénètre dans les sous-sols de l'immeuble. Et là, elle peut se propager à une vitesse fulgurante le long de cette membrane, atteindre, détruire le muscle lui-même. Ah oui, et c'est ça qu'on appelle la fascite nécrosante. Et la règle, elle est simple et brutale. Plus l'infection est profonde, plus la mortalité est élevée. Ce qui est particulièrement piégeux, c'est que ces infections peuvent se comporter comme ce que les sources appellent un caméléon clinique. Au début, ça peut ressembler à n'importe quoi, une plaque rouge un peu chaude. Alors comment on devine le drame qui se joue en dessous? C'est le piège principal. Pour ne pas tomber dedans, il faut chercher activement ce qu'on appelle une triade de signes. Le premier, c'est quand l'infection n'est plus locale, mais générale. Le corps entier, en fait, est en feu. On parle de sepsis sévère. C'est-à-dire une grosse fièvre, ce genre de choses? Oui, une fièvre qui monte en flèche, une tension artérielle qui s'effondre, de la confusion, un cœur qui s'emballe. Ce sont les signes que le corps est en train de perdre la bataille. C'est un état de choc. D'accord, ça c'est le signal d'alarme systémique, on va dire. Mais localement, sur la peau elle-même, quels sont les indices? Et ça, c'est le deuxième pilier de la triade, et c'est le plus important, les signes locaux durs. Et parmi eux, il y a un maître symptôme qui doit alerter immédiatement. Lequel? Une douleur intense, mais vraiment intense. Complètement disproportionnée par rapport à ce que l'on voit. Une douleur qui ne cède pas aux antalgiques, même les plus forts. Une douleur qui réveille la nuit. Ça, c'est le cri d'alarme des tissus profonds qui sont en train de mourir. Attendez, mais si c'est si douloureux, j'imagine que la zone doit être ultra sensible touchée, non? Eh bien non. Et c'est ça le paradoxe et le vrai piège. Si la douleur spontanée est atroce, au toucher, la zone peut devenir insensible, comme anesthésiée. C'est un signe très très inquiétant. Ah oui, c'est complètement contre-intuitif. Ça signifie que les petits nerfs de la peau sont déjà détruits par la nécrose. Donc le vrai signal, c'est pas juste la douleur, c'est cette dissociation étrange. Une douleur de fond insupportable, mais une peau qui ne réagit plus. Absolument. C'est ce paradoxe qui doit faire tilt. Et il y a d'autres signes aussi, comme la crépitation neigeuse. Quand on palpe la peau, on sent sous les doigts comme si on marchait sur de la neige fraîche. Et ça, c'est quoi? C'est du gaz produit par les bactéries sous la peau. Et puis plus tardivement, on voit apparaître des taches violacées, noires. Là, c'est la mort visible des tissus. Et enfin, le troisième élément de la triade, c'est l'extension. En quelques heures, la plaque rouge s'étend à vue d'œil. D'accord, on sait maintenant reconnaître les signes. Mais est-ce que ça peut arriver à n'importe qui, ou est-ce qu'il y a des profils plus à risque? Alors oui, il y a des terrains qui fragilisent. L'âge, au-delà de 50 ans, le diabète, l'obésité, les maladies vasculaires ou un système immunitaire affaibli. Mais, et les sources insistent beaucoup là-dessus, il y a une alerte majeure qui, elle, concerne absolument tout le monde. L'ibuprofène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS, on en a parlé au tout début, on a tous ce réflexe pour une douleur, une fièvre. Pourquoi est-ce que c'est si dangereux ici? Le mécanisme, il est doublement pervers. Premièrement, les ANS, ce sont des maquilleurs de symptômes. Ils masquent les signaux d'alerte en somme. Exactement. En faisant baisser la fièvre, en calmant la douleur, ils donnent une fausse impression d'amélioration. On est rassuré, mais pendant ce temps, en silence, l'infection continue de flamber en profondeur. D'accord, ça c'est le premier effet. Et le deuxième? Le deuxième est encore plus grave. Il est démontré qu'ils peuvent aggraver l'infection. Ils diminuent les défenses locales et ils peuvent accélérer la diffusion des bactéries, l'extension de la nécrose. Du coup, la règle est formelle. Devant toute infection cutanée, même la plus banale en apparence, pas d'anti-inflammatoire. C'est un message de santé publique essentiel. Le message est très clair. Une fois qu'on a cette suspicion, j'imagine qu'on cherche à confirmer, à voir l'étendue des dégâts. Oui, on s'aide de la biologie et de l'imagerie. Mais attention, sans jamais que ça ne retarde la prise en charge. La prise de sang, elle, va montrer un véritable tsunami inflammatoire. C'est-à-dire? Des globules blancs et une CRP qui explose. Elle peut aussi montrer que les organes souffrent, comme les reins par exemple. Et il y a un marqueur très intéressant, les CPK. Ce sont des enzymes musculaires. Si leur taux s'élève, c'est un argument très fort pour une destruction du muscle. Et pour voir ce qui se passe sous la peau, l'outil de choix, c'est le scanner, j'imagine. Oui, le scanner est excellent. Il détecte très bien ce fameux gaz dans les tissus, il cartographie l'extension le long des fascias. Mais, et ça c'est la règle d'or absolue, Oui, l'imagerie ne doit jamais retarder la chirurgie si le tableau clinique est évident. Donc, si un patient arrive en état de choc, avec une jambe qui lui fait atrocement mal de manière disproportionnée, on fonce au bloc. On n'attend même pas la photo du scanner. c'est exactement ça. Le diagnostic est clinique avant tout. Le temps qu'on peut perdre à attendre un créneau au scanner, c'est du temps de survie en moins. La clinique prime toujours sur l'imagerie dans cette situation. Ce qui nous amène à la riposte. On a ce patient, en état de choc,
L'infection qui galope, comment on gère la crise? Les sources parlent de 3 engrenages qui doivent tourner ensemble, et très vite. C'est une très bonne image, oui. Ces 3 piliers doivent être mis en œuvre simultanément et immédiatement. Le premier pilier, c'est la réanimation. Il faut stabiliser le patient, le sortir du choc avec un remplissage vasculaire massif, des médicaments pour soutenir la tension. Ok, stabilisé. Le deuxième pilier, j'imagine, ce sont les antibiotiques. Happy. Et là, on frappe fort, vite et large. Des antibiotiques à haute dose, en intraveineuse, dès les premières minutes. On y ajoute systématiquement un antibiotique particulier, la clindamycine. Pourquoi celui-là? Parce qu'il a la capacité de bloquer la production des toxines. Ce sont ces poisons, produits par les bactéries, qui sont responsables d'une grande partie des dégâts et du choc. D'accord. Et le troisième engrenage, celui qui semble au cœur du dispositif, tout en rouge sur les diapos. C'est la chirurgie. C'est le pilier central et la priorité absolue. Il faut comprendre une chose simple. Les antibiotiques voyagent dans le sang. Or, dans les tissus nécrosés, morts, il n'y a plus de circulation sanguine. Donc les antibiotiques ne peuvent pas y arriver. Voilà, ils n'atteignent pas leur cible. La seule solution, c'est d'enlever chirurgicalement tous les tissus morts jusqu'à retrouver des tissus sains qui saignent. C'est ce qu'on appelle le contrôle de la source. Sans ce geste, les 2 autres piliers ne servent à rien. C'est une véritable course contre la montre. On parle souvent de golden hour, l'heure en or dans les urgences. Est-ce que ce concept s'applique ici? Parfaitement. La chronologie est millimétrée. À T0, on a la suspicion. Dans les 30 minutes qui suivent, les bilans sont faits. Et surtout, le chirurgien et le réanimateur sont appelés. C'est l'appel décisif. Et dans l'heure, à T plus 60 minutes, le patient doit avoir reçu ses antibiotiques et être en route pour le bloc. Chaque minute de retard augmente la mortalité. Et pour bien illustrer l'impact de ce timing, revenons à ce cas de Morgan qu'on a évoqué au début. Les sources montrent vraiment l'échec et la réussite côte à côte. Oui, c'est une illustration parfaite. Le scénario de l'échec, c'est quoi? C'est celui où on prescrit des ANS, on se laisse faussement rassurer, on attend que les antibiotiques fassent effet pendant des heures avant d'appeler le chirurgien. Et le résultat? Le résultat, le choc s'aggrave, les lésions deviennent irréversibles, ça mène aux amputations et au décès. Et en face, la bonne approche, le standard de soins. C'est une séquence totalement différente. On reconnaît la douleur disproportionnée. On appelle le chirurgien dans la première demi-heure. Le patient est opéré rapidement. L'excision précoce des tissus nécrosés stoppe l'infection à sa source, évite le choc et préserve le membre. C'est la même situation au départ, mais 2 approches qui mènent à la vie ou à la mort. On a beaucoup parlé des membres, mais j'imagine que ces infections peuvent frapper n'importe où, avec des risques spécifiques. En effet, on peut citer 3 formes particulièrement redoutables. D'abord, l'infection du cou et du visage, la cellulite cervico-faciale. Elle est souvent d'origine dentaire, et là, le danger est double. L'asphyxie, à cause de l'œdème qui comprime les voies aériennes, Ah oui, c'est terrible. et la diffusion de l'infection vers le thorax, la médiastinite, qui est une complication gravissime. Il y a aussi une forme dont le nom seul fait un peu frémir, la gangrène de Fournier. C'est une fascite nécrosante du périnée, des organes génitaux. C'est une pathologie effroyable avec une mortalité qui peut atteindre 80%. L'extension est très rapide et la chirurgie doit être extrêmement agressive pour sauver le patient. Et la dernière forme, la plus foudroyante peut-être? C'est la gangrène gazeuse, une myonécrose due à une bactérie spécifique, le Clostridium, qu'on trouve dans la terre. Ça survient souvent après un traumatisme avec une plaie souillée. Et là, la progression se compte en heures avec une douleur atroce et ses crépitations gazeuses majeures. Le traitement, c'est la chirurgie radicale, immédiate. C'est vertigineux. Si on devait résumer l'attitude à avoir en quelques réflexes clés pour ne jamais passer à côté, quel serait-il? Le premier, le plus simple, le plus universel. Face à une infection cutanée, on oublie les anti-inflammatoires. C'est un principe de précaution absolue. Deuxièmement, une douleur qui semble trop forte par rapport à l'aspect de la peau. Ou ce fameux paradoxe douleur-insensibilité, c'est un signal d'alarme absolu. Ça doit faire penser à la nécrose. Exactement. Et troisièmement, il faut penser chirurgie tout de suite. Pas seulement antibiotiques. L'infection profonde est une urgence chirurgicale avant tout. La clinique prime et le temps est compté. On a 1 heure pour agir. Cette analyse est à la fois très technique et terriblement humaine. Ça nous rappelle que derrière des symptômes qui peuvent sembler anodins, se cache parfois une urgence absolue, où chaque décision, chaque minute, a un poids immense sur l'avenir d'une personne. Et ça nous amène à une dernière réflexion, je trouve. L'insistance sur le danger des ANS, des médicaments en vente libre qu'on utilise tous de manière presque banale, ça soulève une question importante. Laquelle? À quel point notre perception commune de la gestion de la douleur et de la fièvre peut-elle, involontairement, nous mettre en danger face à certaines infections? Et comment mieux éduquer le public sur ce risque spécifique? Pas pour créer la panique, mais juste pour installer les bons réflexes.